Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis administrateur de l'OZ, membre du CA. Et donc mon dada, c'est la critique de l'astrologie. Il se trouve que je suis un ex-astrologue, donc je n'ai pas vraiment pratiqué professionnellement, j'en ai pas fait profession au point de me faire payer pour mes pratiques, mais je l'ai pratiqué pendant des années. Et j'ai été très impliqué dans le milieu astrologique, donc ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, ce qui a beaucoup nourri mon travail et qui m'a fait petit à petit sortir de l'astrologie. Aujourd'hui, je vais poser une question. Les anciens astrologues ont-ils vraiment existé? Ça peut être une drôle de question, mais quand on parle avec des gens qui se réfèrent à des traditions, les anciens, c'est quelque chose à quoi on se réfère régulièrement. Et pour l'astrologie, ça peut être intéressant. Donc, je vous ai mis une petite illustration d'actualité à propos des constellations. Et c'est parti. Donc, les anciens, et pour l'astrologie en général, l'argument d'ancienneté de l'astrologie, c'est un argument d'autorité qui est très très souvent invoqué. Il est même omniprésent chez les astrologues. C'est un argument donc qui est très récurrent, voire fondateur. Certains s'intéressent à l'astrologie parce qu'elle est ancienne d'abord, et puis après vont trouver dedans des choses qui les intéressent. Mais c'est un argument qui a différentes formes. Il est vraiment multiforme, donc on va en détailler 2-3 aujourd'hui. D'abord, il y a la longévité de l'astrologie. Le fait qu'elle soit ancienne, ça veut dire qu'elle a résisté au temps. Alors on n'est pas dans la réfutabilité, elle ne résiste pas à la réfutation, mais en tout cas elle traverse le temps. Et ça impressionne toujours les astrologues quand même, parce que ça fait déjà des milliers d'années qu'elle est là. Combien de milliers d'années, on va en reparler d'ailleurs. Donc il y a un appel à la popularité là derrière, il y a tellement de personnes qui ont pratiqué l'astrologie quand même, et qui la pratiquent encore, que bon, c'est vraiment un poids qui compte. Alors, entre crochets, c'est les choses que je réponds aux gens qui emploient ce genre d'arguments en général. J'aime bien leur demander, parce qu'il existe différents courants en astrologie, et j'aime bien leur demander, quand ils appartiennent à un courant, quel courant ils rejettent, ils n'acceptent pas. Et puis quand ils le font, on peut leur dire « ouais, mais ce courant, il y a longtemps qu'il existe, il a aussi été très pratiqué, donc finalement, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas aussi bon ?» Et puis après, on peut même sortir, l'argument des marabouts, ça ne marche pas trop mal non plus. C'est quelque chose qui est rejeté quand même assez facilement, même par les astrologues, en disant « mais alors eux, ils existent encore depuis bien bien plus longtemps, donc finalement, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas si l'astrologie, c'est un argument pour l'appuyer ?» Ensuite, il y a une question de transmission, de tradition, c'est la traversée le temps, qu'est-ce qui se transmet? Et ça, c'est vraiment une question qu'on peut poser parce que il y a pas mal d'astrologues qui ne s'intéressent pas à l'histoire de l'astrologie, ils se contentent de pratiquer, ils sont vraiment des praticiens, des artisans un petit peu de l'astrologie, mais quand on remonte dans le temps, on se rend compte que l'astrologie a pris de nombreuses formes, ce qui fait qu'on va reposer la question de la tradition, c'est pas si évident. Il y a des astrologies qui sont tellement différentes que finalement, elle a beau être ancienne, est-ce qu'elle a été fondée à un moment? Qu'est-ce qui s'est transmis? Et puis, quand on commence à tenir compte de la créativité, voire du brainstorming, pour rendre compte de certains succès de la pratique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de différences entre les astrologues eux-mêmes, les pratiques elles-mêmes, les astrologies elles-mêmes, donc finalement, ça pose de vraies questions. Les astrologues aiment bien dire aussi, enfin, quelque part, c'est un petit plus, que l'astrologie est toujours là alors qu'elle est critiquée depuis très très longtemps. Donc elle résiste au temps, mais elle résiste aussi aux critiques. L'erreur, c'est de prendre ça comme si, en fait, elle dépassait les critiques. Donc elle ne résiste pas aux critiques parce qu'elle les dépasse. En fait, malheureusement, les critiques ne sont pas intégrées. La plupart des astrologues ne connaissent pas le travail des sceptiques. Ils voient les articles qui passent dans la presse, mais si on rentre vraiment dans le détail, il est très difficile de faire passer les critiques de l'astrologie dans le milieu, parce que c'est négatif, donc ils le prennent mal, ils se vexent, et puis, comme ailleurs, ils nous traitent de parti pris, on s'intéresse à ce qui ne marche pas, et pas à ce qui marche, etc. Mais le problème, c'est que les critiques ne sont même pas connues. Donc ils ne se rendent même pas compte de certains problèmes qui se posent. En fait, elle est toujours là malgré les oppositions, finalement. Il y a toujours eu des oppositions, et puis elles passent, mais ce n'est pas vraiment par rapport aux critiques. Elle ne dépasse pas les critiques, elle s'en passe, et puis tant pis, les critiques existent, c'est un peu du déni, on continue.
Donc le ça marche, c'est aussi un grand argument des astrologues, malgré les contradictions. Donc ça renforce le côté magique, le côté extraordinaire pour les astrologues. Et pareil, ça c'est des choses que j'ai déjà dit ici, mais le ça marche, c'est à double tranchant, parce que les astrologues qui ne sont pas d'accord entre eux ont le même argument, ça marche. Leur astrologie, ça marche. Mais l'astrologue dont il rejette l'astrologie, elle marche aussi pour lui. Donc finalement, ça marche pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas d'accord entre eux, et finalement, le ça marche, c'est peut-être le pire argument pour l'astrologie. Donc quand on voit des débats entre des vieux astrologues qui peuvent revendiquer des dizaines d'années d'expérience, bah, finalement, c'est ça, quoi. Là, j'ai remis l'exemple des marabouts. En somme, pour les astrologues, il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit y avoir quand même quelque chose si l'astrologie traverse le temps, etc. Et donc, quelque chose de vrai, sous-entendu. Et c'est vrai que maintenant, quand on s'intéresse aux biais cognitifs, notamment, et comme je le fais dans mon livre, tiens, que je n'ai pas vu passer d'ailleurs, ah oui, d'après. Et comme je le fais dans mon livre, à la complexité du système, enfin j'en ai déjà parlé ici, en fait, on peut trouver aussi d'autres raisons au fait qu'elle puisse traverser le temps. Et le système étant complexe sur le plan technique et sur le plan symbolique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, je l'ai fait l'année dernière, en fait, c'est un terreau hyper favorable finalement à plein de biais différents. Et finalement, est-ce que la raison première du succès de l'astrologie et du fait qu'elle traverse le temps, c'était pas ça? Est-ce que ce ne serait pas ça? Le fait qu'elle est tellement biaisée qu'elle convainc. Vraiment, quand on s'y intéresse et qu'on veut trouver ce qu'on cherche dedans, on trouve. Et donc, elle n'a pas besoin de traverser le temps en renvoyant à quelque chose de vrai. Et c'est une question moi, que je posais avant de partir du milieu astrologique. L'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse? Donc, question dissonance cognitive, c'est top chez les astrologues. Et bah, c'est des questions qui m'ont fait m'éloigner de l'astrologie. Donc, la diapo aurait dû être juste avant. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, je le traite dans le livre que je viens de sortir, qui s'appelle donc Astrologie, la fin des mystères. Et quand je dis la fin des mystères, en fait, je ne veux pas dire, ça y est, on a compris l'astrologie, on l'a expliqué, mais on peut rendre compte de certains de ses succès, de choses comme ça, simplement par des biais, par des explications tout simplement zététiques. Donc c'est un argument omniprésent qui prend plusieurs formes. Un autre argument attaché à l'ancienneté de l'astrologie, c'est qu'il y a de grands esprits qui y ont cru. Et effectivement, il y a de grands esprits qui ont pratiqué l'astrologie, qui ont essayé de la réfléchir, de la refonder. Mais quand on dit ça, il y a de grands esprits qui ont cru, mais il y en a encore bien plus qui n'y ont pas cru. Donc c'est un argument qu'il ne faut quand même pas oublier. Einstein, est-ce que vous connaissez la célèbre citation d'Einstein? Je vous la relis. L'astrologie est une science en soi illuminatrice. J'ai beaucoup appris grâce à elle et lui dois beaucoup. Les connaissances géophysiques mettent en relief le pouvoir des étoiles et des planètes sur le destin terrestre. À son tour, en un certain sens, l'astrologie le renforce. C'est pourquoi c'est une espèce d'élixir de vie pour l'humanité. Einstein. Donc, cette citation, elle ouvre la thèse de sociologie d'Elisabeth Tessier, dont vous avez entendu parler, qui a fait un gros scandale en 2001. Et j'ai envie de dire, attention, évidemment, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Et il se trouve qu'il y a un sceptique du Québec qui a travaillé là-dessus, qui a essayé de remonter pour voir d'où venait cette citation, parce qu'il disait c'est pas possible qu'Einstein ait pratiqué l'astrologie et ait dit ça. Et en fait, donc, il s'appelle Denis Hamel, il est décédé il y a quelques années. Et en fait, il a réussi à remonter à l'origine. Et donc, cette citation apparaît après la mort d'Einstein. Et en plus, il semble que c'est un propos qui a été rapporté et déformé par un astrologue. Et donc, finalement, bon, Einstein n'a jamais dit ça. Mais vous pouvez la voir passer, des fois, elle passe encore, de moins en moins. Les grands esprits qui ont cru que les astrologues aiment bien citer, c'est Newton. Sauf que Newton n'a pas été astrologue, il a été alchimiste. Donc l'alchimie utilise un peu les symboles astrologiques, mais on n'a jamais vu, moi j'ai pas connaissance de thème astral fait par Newton ou d'un texte sur l'astrologie, ce genre de choses. Donc en même temps, on peut aussi, avec quelques raccourcis, ramener des esprits qui n'ont pas forcément cru. Il ne faut pas oublier aussi que pendant longtemps, l'astrologie, ça a été un peu la fonction de l'astronome impérial. Par exemple, Tycho Brahe, Kepler, avait comme fonction, chaque année, de faire des prédictions pour l'année à venir. C'était dans le contrat, entre guillemets. Donc, c'est pas parce qu'ils y croyaient qu'ils le faisaient, forcément. Après, c'est pas parce qu'ils étaient obligés de le faire qu'ils n'y croyaient pas. Tycho Brahe est connu pour avoir beaucoup pratiqué l'astrologie, par exemple. Donc, c'était un astronome qui... donc, on est au XVIe siècle, un astronome qui a participé
indirectement à la révolution copernicienne. Et Kepler, qui arrivait juste derrière, lui, c'était quelqu'un qui y croyait aussi. Même si, comment dire, il ne croyait pas à tout. En tout cas, c'est quelqu'un qui pratiquait l'astrologie. Le cas Kepler, qui est très très revendiqué par les astrologues, il y a cru, puisqu'en 1601, justement, dans un petit texte où il fait des prédictions pour l'année à venir, il dit que comme il est obligé de le faire, il va le faire, mais en gros, ça l'embête plus qu'autre chose. Et puis il en profite pour proposer des fondements. Il veut essayer de fonder physiquement l'astrologie. Donc ça ne va pas très loin, et puis ça ne peut pas tenir, mais en tout cas, il a essayé. Il ne faut pas oublier aussi que Kepler, quand on renvoie à lui pour les grands esprits qui y ont cru, s'est souvent trompé dans plein de choses qu'il a faites, notamment sur le plan astronomique. Il est resté ses 3 lois, il a fait des choses extraordinaires, mais par exemple son système des 5 solides, qui permet selon lui de reconstituer les dimensions du cosmos à l'époque, ne permet pas un 6e solide, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un nombre limité de planètes dans le système solaire, et heureusement il n'a pas connu la découverte d'Uranus, parce que son système vole en éclats en fait. Donc Kepler, c'est Kepler, mais il faut bien revenir en arrière, c'était il y a 400 ans. Et en fait, ne pas oublier aussi que Kepler rejetait quasiment tout de l'astrologie. Quand on connaît bien les astrologues, on se rend compte que chacun fait un petit peu son petit choix. Il garde ce qu'il veut, il rejette ce qu'il veut. Et finalement, tous les astrologues ne pratiquent pas du tout avec les mêmes outils. Et Kepler, lui, je crois, rejetait à peu près tout, donc les signes astrologiques, les maisons, tout ça. Et il ne gardait que les angles. Les angles, ça lui parlait. Il pouvait ramener ça à des thèmes de l'époque, notamment l'harmonie universelle, et ça renvoyait à d'autres choses. Donc, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que même si Kepler y a cru, il a quasiment tout rejeté, il a beaucoup critiqué les autres astrologues, etc. Donc, et les autres, il y a quand même beaucoup de grands esprits qui n'y ont pas cru, enfin la grande majorité, et sauf des exceptions, les noms qui sont donnés sont souvent des littéraires aussi. Donc il n'y a pas une formation en astronomie, c'est un peu bancal. Il ne faut jamais aussi oublier que les probabilités sont très récentes, la connaissance des probabilités, des lois du hasard, les lois de la physique de la même façon. Ça fait que 300-400 ans qu'on commence vraiment à les connaître et à les appliquer. Et les grands esprits qui y ont cru après cette période, il y en a déjà beaucoup moins. Donc, comment dire, quand on a étudié un peu Kepler, on connaît le génie de l'homme et on sait que c'était le premier à reconnaître ses erreurs. Quand il se trompait, il disait bon ok, je me suis trompé. Et si Kepler avait connu les probas et les lois de la physique qui ont été, comment dire, on va dire au moins les lois de Newton qui ont été faites notamment grâce à son travail, moi j'ai à peu près aucun doute sur comment il aurait évolué de ce côté-là. La question des biais cognitifs, c'est encore beaucoup plus récent, ce qui fait que les grands esprits qui y croient aujourd'hui, il y en a vraiment, vraiment beaucoup moins qu'on pourrait le penser ou que les astrologues le pensent. Un deuxième argument, c'est l'ancienneté de l'astrologie, c'est-à-dire l'ancienneté, la nuit des temps, c'est-à-dire quand est-ce que ça commence? On peut se poser la question, évidemment, il faut se poser la question, il y en a qui se la sont posées. Et donc, comment dire, il y a le fait que ça remonte très très loin dans le temps, que souvent on entend qu'on ne peut pas retrouver les origines, on ne sait pas comment c'est apparu. Il y a un côté un peu mystérieux qui a été alimenté dans l'histoire des 2 derniers millénaires, on va dire. Si vous connaissez un peu, vers le XIe siècle, par exemple, on redécouvre les textes grecs, des philosophes grecs qu'on avait un petit peu perdus, qui avaient été récupérés du côté du monde arabe. Et donc on se rend compte que les Grecs sont allés très très loin sur des problèmes philosophiques. Et donc les anciens, c'est quelque chose qui a un sens très fort. Et on avait conservé Aristote, mais on redécouvre Platon un peu plus tard. Et donc vraiment on se dit que les anciens avaient vraiment déjà tout compris en fait. Et donc ça alimente le mythe d'un âge d'or qui aurait déjà eu lieu. Et donc que les anciens avaient des connaissances supérieures. En plus, du point de vue chrétien quand même, la création du monde c'est très très récent. C'est quelque chose comme 6000 ans. Donc les anciens étaient bien bien plus proches de l'origine du monde que ne l'étaient les gens qui vivaient au XIe ou au XVe siècle. Donc ça avait aussi un sens, ils étaient plus près de l'origine et quelque part de la vérité. Donc la question des origines perdues, donc mystérieuses de l'astrologie, sont toujours idéalisées bien sûr, alors qu'en fait les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus. Ça peut être aussi alimenté avec des raccourcis comme celui de Newton auparavant, c'est-à-dire avec des mégalithes, les sites mégalithiques, style Karnak, avec le fait qu'ils étaient construits pour observer les dates, le lever du soleil par exemple au solstice, aux équinoxes, ce genre de choses,
qui techniquement ne sont pas très très compliqués à réaliser en fait. Et puis surtout, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. On a même entendu, il n'y a pas très longtemps, que dans la grotte de Lascaux, il y avait peut-être derrière les taureaux une représentation du zodiaque. Donc c'est évidemment très très controversé, puis ça amène à plein de contradictions. Ce sont des choses qui alimentent, pour certains astrologues, encore le mythe des origines de l'astrologie. Donc ce qui serait bien quand même, c'est que l'astrologie précède l'astronomie, donc qu'elle soit supérieure à elle, donc qu'elle puisse négliger finalement la critique scientifique. Puisque chez l'astrologue, l'astronomie c'est de la science, et puis c'est tout, on ne va pas plus loin. L'astronomie, ça remonte bien plus loin que la mise en place des critères scientifiques d'aujourd'hui, qui sont quand même aussi assez récents. Et le problème, c'est qu'il y a un paradoxe qui existe avec l'origine de l'astronomie et de l'astrologie, c'est que les hommes ont regardé le ciel depuis toujours, on va dire, en tout cas très 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 longtemps. Donc l'astrologie, c'est logique, précède l'astronomie. Le problème, c'est quand on pratique l'astrologie, c'est quelque chose de très technique. Et en fait, l'astrologie ne se réfère qu'à des repérages astronomiques, et ces repérages-là sont assez récents. Ils ont à peu près 2500 ans, et donc l'astrologue ne peut pas pratiquer sans l'astronomie. Donc quelque part, l'astronomie précède l'astrologie. C'est un peu le paradoxe de l'œuf et de la poule, qui finalement est apparu en premier. Ce sont des questions vraiment qui se posent, et que les astrologues n'essayent pas vraiment de résoudre. Donc, la grande ancienneté de l'astrologie semble presque impossible, parce que quand on voit la complexité du système, qu'on sait les connaissances techniques qu'il faut, on se dit comment ont-ils fait pour arriver à trouver ça, à trouver les bons symboles astrologiques, on va en reparler après aussi. Donc c'est très mystérieux, c'est extraordinaire, donc il y a plein d'explications différentes qui sont données, ou de justifications, soit divines, soit un instinct naturel chez l'homme, on va revoir ça après. Et donc il y a plein de choses comme ça qui tournent dans le milieu astrologique. Évidemment, si l'origine de l'astrologie est plus récente, par contre, on va être obligé de remettre en question ces explications. Donc, qui étaient les anciens? Parce que s'il y a eu des anciens, qui étaient-ils? Qu'ont-ils fait? Et puis quand, surtout? En fait, la sagesse des anciens, c'est aussi quelque chose qui revient très régulièrement dans l'argumentation. Parce que les anciens, on le sait bien, étaient sages, ils étaient proches de la nature, etc. Et en même temps, quand on voit la force quand même de la critique au XXe siècle, moi je pense que c'est une bonne position de repli. Ça permet aussi d'éviter un petit peu de rentrer trop dans le détail technique. Et puis, ils n'étaient pas magiciens, mais quasiment. Et nos techniques actuelles sont tellement avancées aussi qu'on ne peut plus dire qu'ils connaissaient autant de choses qu'on en connaît maintenant. Donc on ne peut plus dire que les connaissances des anciens, quand même, elles étaient extraordinaires quelque part, mais par rapport à ce qu'on a maintenant, il n'y a pas de comparaison. Je crois qu'on peut dire qu'en gros, Tycho Brahe, c'est-à-dire la fin du XVIe siècle, a déjà dépassé tout ce qui s'était fait auparavant. Donc il y a extraordinaire et extraordinaire en fait. Donc un argument qui revient souvent, c'est qu'ils étaient plus proches de la nature, ils n'étaient pas dans les villes comme nous, donc ils avaient le contact avec les herbes, les plantes, le soleil, les étoiles qu'on ne voit plus dans les villes, enfin bon. Et en plus, l'astrologue quand même est très sensible à l'intériorité des gens, il essaye d'étudier leur personnalité, leur caractère, et donc est-ce que quelque part en étant plus proche de la nature, il n'y a pas des choses qu'on ressent, enfin qu'ils ressentaient mais qu'on ne ressent plus, parce que nous maintenant on vit dans les villes quoi en gros. Donc c'est vraiment un ensemble d'arguments qu'on retrouve comme ça. Ça pose un problème quand même, c'est que ça voudrait dire que l'astrologie de l'individu a dû précéder l'astrologie collective, et en fait non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais bon, des contradictions, il y en a tellement. Ce qu'on trouve souvent, bien sûr, c'est qu'il y a une méconnaissance en général totale du contexte historique et des travaux des historiens, parce que les historiens de l'Antiquité ont énormément travaillé sur ces questions, il y a des sources, il y a des choses, sauf que c'est complexe, c'est lourd à lire, il faut quand même une certaine culture historique, philosophique, voire épistémologique. Et ça, chez les astrologues, il y en a très très peu qui ont travaillé là-dessus. Donc en fait, il ne faut pas confondre la sagesse des anciens et les connaissances des anciens, les connaissances réelles. Alors c'est vrai qu'on publie plus souvent les textes philosophiques des philosophes, justement, que des textes très très techniques. Peut-être que ça alimente un peu plus la confusion entre sagesse et connaissance. Et donc, ça pose aussi la question, qu'est-ce qu'une découverte? Parce que qu'est-ce que découvrir l'astrologie? Qu'est-ce que ça veut dire? La question est posée par les astrologues, nous on va regarder ça encore. De la même façon, chez les astrologues, on a souvent l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu une idée magique, une idée miraculeuse, il a compris
ce qu'était l'astrologie. Un ancien, ça pourrait être ça, un peu un Einstein, un Newton, un Darwin. Et évidemment, c'est pas si simple, hein, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème des précurseurs. Non, le problème des précurseurs, c'est autre chose. Pour essayer de trouver les origines de l'astrologie, on essaye de remonter le plus loin possible dans le temps et puis voir un peu qui a fait quoi, à quel moment, pour dire, bon alors, qui a créé quoi. Et le problème, c'est qu'en faisant comme ça, on peut tomber dans plein de pièges. Notamment, des personnes peuvent avoir eu les mêmes pensées en des temps différents, découvert des choses en des temps différents, fait les mêmes erreurs en des temps différents. Le fait que ça a été fait avant ou après, c'est pas forcément ce qui compte le plus. Alors, là, je vous ai fait une petite présentation, on va voir ce que disent les astrologues. Alors, je suis juste allé en piocher quelques-uns comme ça, parce qu'il y en a tellement. Alors, André Breton, c'était pas vraiment un astrologue, c'était plutôt un poète, mais la phrase est connue, décrivant l'astrologie comme une très grande dame, fort belle et venue de si loin. C'est merveilleux si c'est si loin, qu'elle ne peut manquer de me tenir sous le charme. Elle me paraît détenir un des plus hauts secrets du monde. Dommage qu'aujourd'hui, au moins pour le vulgaire, trône à sa place une prostituée. Ça, c'est vraiment la phrase qui revient très très rituellement chez les astrologues. En fait, l'image populaire, pour expliquer qu'il y a 12 signes astrologiques et que tel symbole pour le Verseau, tel symbole pour le Bélier, etc., eh bien, ils pensent que les signes ont été créés par des astrologues après de nombreuses observations du ciel et des individus. C'est-à-dire qu'en regardant bien le ciel, en regardant bien les individus, normal, on doit arriver à 12 catégories, les signes, etc. C'est très très simpliste. Évidemment, ça ne pose pas la question de qui l'a fait, quand, comment ils s'y sont pris, parce que le problème, c'est que les astrologues ne se rendent pas compte que pendant tout le XXe siècle, ils ont été très très influencés par des questionnements d'origine un peu psychanalytique, donc sur l'inconscient, des choses comme ça, mais c'est des questions qui ne se posaient absolument pas il y a 2500 ans ou 3000 ans. Donc on est en plein dans des anachronismes. Puis on peut poser la question aussi, c'est quand l'astrologie a été découverte, est-ce que ça a été une révolution? Si c'est tellement extraordinaire, donc ça on va aussi le voir après. On ne peut pas ne pas citer Elisabeth Tessier dans sa thèse, qui résume bien en fait ce que d'autres disent. Il apparaît que tous ces sites mégalithes de l'aube de l'humanité et ces observatoires déjà très perfectionnés témoignent de l'omniprésence de l'instinct astrologique, ce tropisme métaphysique universel. Autrement dit, en allant chercher très très loin dans le temps, tout ce qui peut ramener au ciel, et bien finalement, oui, on peut voir là des gens qui s'interrogent déjà sur le ciel, mais ça, c'est pas étonnant. Et elle, ils voient comme les astrologues des gens qui ont déjà commencé à se poser des questions astrologiques. Mais en fait, non, ce sont deux choses très différentes. Elisabeth Tessier, toujours, celle-là, j'adore. En fait, il y en a d'autres qui l'ont écrit avant elle. Quoi qu'il en soit, l'astrologie est née à Sumer et en Chaldée, il y a quelques 10 000 ans. Donc 10 000 ans, hein, je vous rappelle, le néolithique, c'est à peu près cette période-là, c'est même un petit peu après. Donc l'écriture, on n'en parle même pas. Mais là encore, selon certaines sources, parce que c'est important, selon certaines sources qu'on ne va pas citer, cette connaissance pourrait remonter à 28 000 ans ou plus. Je ne sais pas si vous imaginez l'astrologie il y a 28 000 ans. Alors moi, quand la première fois j'ai entendu ça, ça a fait tilt tout de suite, je me suis dit, mais il n'y avait pas une glaciation à l'époque. Et effectivement, on est en plein dans les glaciations, donc pour se poser des questions astronomiques et tout, c'est pas le meilleur moment. Et puis au niveau des civilisations, ça demande tellement de choses de créer un système astronomique en termes de connaissances, mathématiques, l'écriture, culture, etc., etc. Pourquoi 28 000 ans? Tout simplement, hein. Il y a un truc qui tourne dans les milieux astrologiques, que moi je conteste, mais bon, peu importe, c'est qu'il y a 2000 ans, les signes et les constellations étaient alignés, puisqu'on leur reproche de se décaler au fil du temps. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et donc, si il y a 2000 ans, ils étaient alignés, mais mince, 2000 ans, c'est pas assez. Parce que c'est quand même mieux de dire que l'astrologie a 5000 ans ou 10 000 ans, etc. Donc il a fallu qu'elle soit créée avant. Et bien, la dernière fois qu'ils ont été alignés, s'ils l'ont été, c'est 26 000 ans plus tôt, en fait. Puisque là, ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est un décalage qui se fait sur 26 000 ans. Et donc, 2000 plus 26, ça fait 28 000 ans. Et voilà une hypothèse scientifique, on va dire. Donc, bon, il y a des choses comme ça qui tournent, c'est assez extraordinaire. Barbeau, c'est un astrologue donc, qui est vraiment reconnu dans le milieu il est contesté par certains, mais il est vraiment reconnu par beaucoup. À propos des anciens, donc là c'est du Barbeau dans le texte, cet homme-là appartenait réellement au système du monde, était fondu dans l'univers, il en était même la pièce maîtresse. C'était une condition idéale pour lire dans les ombres de la terre, comme dans les étoiles, les signes par lesquels le divin parlait aux hommes du temple de la nature. Vous voyez, avant on pouvait se concentrer sur les choses essentielles et on avait accès à des informations qu'on n'a plus aujourd'hui, quoi. Donc l'astrologie, voilà, c'est
comme ça que ça a dû commencer. Alors, je vais vous donner un autre exemple, parce qu'il est très original. Non. Ah, mais j'ai commencé avec donc c'est un astrologue qui s'appelle Jacques Heilbronn, qui a comme particularité de ne pas être un praticien. Ce n'est pas quelqu'un qui consulte en permanence, c'est plutôt un théoricien. Il a plusieurs doctorats en histoire, en sociologie, etc. Et lui, il a imaginé un truc que je trouve très marrant. Donc vous allez voir, c'est assez différent. Il imagine une société dans laquelle en fait l'astrologie est vraiment utilisée comme, pas seulement comme outil de pouvoir, mais vraiment pour diriger la vie des hommes et être vraiment au quotidien pour régler les rythmes de la société. Donc une société ayant par conséquent établi ses structures sociopolitiques sur le verdict des astres allait en quelque sorte s'automatiser et ne plus pouvoir revenir en arrière quand bien même d'autres idéologies auraient tenté d'y régner. Ce qu'il faut comprendre, si l'homme issu d'une certaine société a intégré biologiquement les astres dans ses comportements instinctifs, en tout cas subconscients, cela n'implique pas que tous les hommes vivant sur notre planète manifestent ces caractéristiques. Il fait l'hypothèse qu'il y a peut-être un jour une société qui a existé, qui a mis au point l'astrologie, qui l'a appliquée tellement fort avec tout le monde, c'est-à-dire tous les citoyens, que vraiment c'est ancré entre eux, et ça a été ancré au point d'aller jusque dans les gènes, par exemple. Et après, une fois que c'était dans les gènes, ça a pu se répandre dans la population. Donc une hypothèse extraordinaire. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que l'homme n'est pas né en tant qu'espèce avec ce rapport avec les astres, en gros il l'a acquis, et ça amène des conséquences qui sont marrantes, comme des inégalités astrologiques, parce que on imagine plutôt ça, c'est lui, dans une société blanche, et donc il dit il faudrait montrer par exemple que les champions sportifs de race noire ne font pas apparaître l'effet Gauquelin, donc c'est un effet astrologique dont on a beaucoup parlé il y a 30-40 ans, mais c'est controversé aussi, c'est statistique, étant donné que les différences de couleurs ont souvent constitué des barrières entre les hommes et provoqué la non-transmission de certaines coutumes. Donc en fait, c'est une théorie, c'est complètement évidemment théorique, qui présente des avantages, elle permet d'échapper à plein de critiques. Donc comme les sceptiques, elle dit mais l'astrologie c'est culturel, c'est pas naturel, il n'y a pas de problème, on est d'accord là-dessus. Et puis les nouveaux astres, on les rejette parce qu'ils ne les connaissaient pas. Enfin, ils ne les connaissaient pas, c'est lui qui le dit finalement, parce que pourquoi ils ne les connaîtraient pas. Et puis les signes astrologiques, c'est pareil, on peut les rejeter, parce que finalement on va voir plus loin qu'ils sont revenus très récemment dans l'histoire de l'astrologie. Dans ces cas-là, on peut dire aussi qu'il faut que l'astrologie de naissance précède l'astrologie collective. Donc ça veut dire qu'en Mésopotamie, où est née l'astrologie collective, donc il a bien fallu que ce soit encore plus tôt. Ça permet de justifier encore que ça peut être que plus ancien. Et évidemment, ça pose énormément de problèmes. Donc on imagine à peine le degré d'organisation politique pour que tous les citoyens puissent acquérir les rythmes cosmiques entre guillemets des planètes, les connaissances techniques qu'il faut pour mettre ça au point, et surtout qu'il n'ait pas laissé de traces, parce que où, quand, comment, on ne sait pas exactement. Et puis, combien de rythmes il y a à intégrer, je parle régulièrement de la complexité du système, c'est absolument énorme. En plus, lesquels, parce que les astrologues ne sont pas toujours d'accord entre eux. Et en même temps, combien de générations il faudrait pour intégrer ce genre de choses, biologiquement, les rythmes cosmiques. Donc j'imagine un Thomas qui bondit, qui s'endort, mince. Et donc en fait, est-ce qu'il y a une sélection ? Il faut une sélection pour que les individus conservent quelque chose qu'ils auraient pu acquérir. Et donc comment marche la sélection sexuelle dans ces cas-là ? Est-ce qu'on abat les gens ? Est-ce qu'il y a des euthanasies ? Est-ce qu'on ne sait pas trop quoi. Ça amène comme ça des tas de contradictions. Combien de générations il faut aussi pour se répandre sur la planète ? Parce que ça ne va pas se faire en 2-3 siècles ou en 2-3 ans. Voilà, c'était juste pour vous présenter la théorie de Jacques Heilbronn. Et pour dire que les astrologues peuvent être assez imaginatifs quand même pour essayer de remonter aux origines de l'astrologie et se demander comment c'est apparu. Donc il y a des problèmes quand même quand on va voir maintenant dans le travail des historiens. Souvent on revendique 5000 ans d'âge, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, moins 3000. On se réfère à des mégalithes, les pyramides, des grands édifices qui étaient un petit peu alignés sur certaines directions très simples du ciel, mais ce n'est pas de l'astrologie. On dit que les anciens étaient des grands observateurs, ils ont fait des tas d'observations très très précises et tout. Ça donc c'est ce qu'on dit. Quand on va voir dans les textes, c'est un tout petit peu différent quand même. Donc en gros, on peut dire que l'astronomie qui est la nôtre aujourd'hui
trouve sa source en Mésopotamie à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a 4000 ans par rapport à maintenant. Les premiers textes qu'on a décrivent des observations de Vénus. Plus tard, vers 1500 ans, on voit qu'il y a des présages qui sont associés à des phénomènes célestes. C'est-à-dire que les devins commencent à dire si la Lune se lève dans le brouillard, alors l'ennemi va attaquer. Donc on est très très loin de l'astrologie contemporaine, par exemple. Ou alors ça peut être le roi qui va mourir s'il y a telle mauvaise configuration. Donc je mets présage différentes prévisions. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout que les mouvements des astres sont réguliers, on ne sait pas du tout les prévoir, donc les envisager par rapport à l'avenir, ce qui fait qu'on ne peut pas faire de prévision. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des présages, c'est-à-dire si la configuration se reproduit, alors il doit se reproduire tel événement. On ne peut pas dire ça va se faire dans 75 ans, dans 422 ans, on n'est pas du tout dans la prévision. Si on regarde la création du zodiaque des signes astrologiques, c'est clair, on sait que c'est aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Donc à ce niveau-là, c'est pas mystérieux, même si on ne sait pas exactement comment ça s'est fait. La question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Parce que si ça commence même 2000 ans avant Jésus-Christ, alors que ça pourrait commencer bien avant d'après les astrologues, si ce sont de grands observateurs, etc., ils ont quand même passé 1500 ans rien que pour créer le zodiaque des signes astrologiques. Autre chose, en plus, ils n'ont pas utilisé les techniques qui étaient utilisées auparavant, puisque avant de mettre en place le zodiaque des signes, les Mésopotamiens ont essayé plein d'autres choses, en fait des repérages astronomiques beaucoup plus pragmatiques, et comme quoi il n'a pas suffi d'observer le ciel et les personnalités pour que, clac, l'astrologie sorte. Ensuite, j'ai posé la question tout à l'heure, mais si l'astrologie quand elle a été découverte, si elle a été découverte, est-ce que ça a été une révolution? Parce que d'après les astrologues, c'est quand même extraordinaire. Et là, si on remonte donc 2000 ou 3000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, c'est l'hépatoscopie qui dominait avant l'astrologie. Donc l'étude du foie, on tuait un animal, on sortait son foie, puis on regardait dedans un petit peu, et selon différentes choses, selon les défauts qu'il pouvait avoir ou pas, en fait, on faisait de la divination, on faisait des prévisions, on donnait des jugements sur des situations. Et ça, c'était bien avant l'astrologie. Donc le foie était considéré comme le siège de la vie à l'époque, l'origine des mouvements de l'âme aussi. Et en fait, donc, je disais, ça précède de longtemps l'astrologie, puisqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ, on a même une maquette qui est arrivée, où vraiment il y avait un devin qui avait fait des zones en disant c'est à tel endroit s'il y a un truc, à tel autre, on va pouvoir on va pouvoir porter tel jugement. En fait, on se rend compte qu'il a fallu plus de 1000 ans pour que l'astrologie commence à supplanter l'hépatoscopie. Donc ça a été très très long, et en plus, ce n'était pas vraiment de l'astrologie encore. Donc on ne peut pas vraiment parler de révolution. S'il y a eu des anciens qui ont découvert l'astrologie, ça n'a pas été comme ça. Est-ce que les anciens avaient quand même une préscience du ciel, puisque s'ils pouvaient peut-être sentir les choses que nous, on ne peut plus sentir? Le problème, c'est la lenteur. S'ils avaient une préscience, ça a quand même mis du temps. Donc 1500 ans, ce n'est pas un argument pour une préscience du ciel. En plus, les premiers balisages du ciel, comme je vous l'ai dit, sont vraiment grossiers. Notamment, on repère les astres par rapport à l'horizon, c'est-à-dire comme on voit autour de nous, et on essaye de les repérer par rapport à l'horizon. On n'est pas du tout dans la logique de ce qu'on verra bien plus tard chez les Grecs, où on imagine le ciel comme une sphère qu'on va découper, faire des jolis cercles, etc. On n'en est pas du tout là. Donc par exemple, donc ça c'est tiré de mon ouvrage, si on regarde du côté est, c'est vraiment comme ça que les Babyloniens ont fait, les Mésopotamiens en général, c'est-à-dire que le soleil qui est censé se lever à l'est, en fait, ne se lève jamais vraiment à l'est, il se lève 2 fois par an à l'est, et en été, il va se lever plutôt au nord-est, et en hiver, plutôt au sud-est. Et donc, dans l'année, il passe son temps à faire ça, en fait. Il fait ça, et puis il revient, et puis après, on a une nouvelle année, etc. Et donc, quand vous regardez les étoiles le soir, vous ne verrez jamais des traits, vous ne verrez jamais des balisages comme on peut le faire aujourd'hui, ça a l'air évident pour nous, mais c'est absolument terrible de se repérer dans le ciel nocturne. Le ciel a des mouvements très très complexes, ce qui fait qu'ils n'avaient aucun repérage, donc ils ont commencé tout simplement à se repérer sur la ligne d'horizon. Parce que là, c'est quelque chose de fixe, et en fait, ils se sont rendus compte que parmi les étoiles, donc il y a les planètes, des astres qui errent au milieu des autres étoiles, plus le Soleil et la Lune, et en fait, ils ne se lèvent que dans cette zone, ou quasiment. Et donc, ça a été vraiment le départ. C'est comme ça que ça a commencé. Et ils ont commencé à baliser en fait cette zone.
Et donc ça a donné des bandes, puisque cette zone à l'est peut se continuer jusqu'à l'ouest, où les astres vont se coucher. Et en fait, ça a commencé comme ça, et on est très très loin du zodiaque. Donc ils avaient partagé ça en 3 voies, en fait, il y en avait une là qui allait jusqu'au nord, une autre ici, et après une 3e voie. Et donc réellement pour eux, c'était des chemins, quoi. C'est-à-dire c'était des voies qu'empruntaient les astres, puisque quand ils se lèvent, ils suivent cette voie et ils vont de l'autre côté. Ils avaient appelé cet espace l'enclos. En fait, l'enclos en question, si on plaque ça brutalement, j'ai envie de dire, sur le ciel, donc une représentation qu'ils n'avaient pas à l'époque, hein, on peut faire ça nous aujourd'hui, en fait, si on met toutes les constellations, l'enclos, c'était une zone comme celle-ci, qui est quand même très très large par rapport au ciel en général. Et en fait, le zodiaque qui viendra bien après, déjà, hop, c'est juste cette petite bande. Ensuite, ancienneté et préscience, comment dire, quelque chose qui revient souvent dans les argumentations aussi, c'est que les symboles en fait, qui servent en astrologie sont bien plus anciens que l'astrologie elle-même. En fait, si on regarde dans le ciel pour aller très vite, ce qu'on appelle aujourd'hui une constellation, c'est la zone en rouge là. Donc à l'intérieur, on a ce qu'on appelle la constellation. Ici, ce sont les Gémeaux. Mais ça n'existe que depuis 1930. Avant, il n'y avait pas de limite précise. Donc ce qu'on voit dans le ciel, si on relie certaines étoiles, c'est ce qu'on appelle des astérismes en bleu. Et ici, par exemple, ce sont les astérismes donc des Gémeaux. Et derrière, on a le symbolisme qui va être tiré par les astrologues pour les Gémeaux. La question, c'est quand est-ce qu'on a vu les Gémeaux, l'astérisme dans le ciel? Parce qu'il y a un problème, c'est que si ça a été défini bien avant l'astrologie, les anciens en question ne devaient pas se rater, ils ont choisi les bons symboles. Puisque quand l'astrologie est arrivée derrière, elle a confirmé des symboles finalement. Donc ça, c'est un enjeu. Donc les symboles viennent des astérismes, c'est-à-dire ces figures qu'on peut imaginer dans le ciel, qui varient d'une civilisation à l'autre, mais on va l'oublier. Et en fait, ces astérismes sont vraiment plus anciens, puisque sur des tablettes, on retrouve déjà le taureau, le scorpion, 3000 ans avant Jésus-Christ et même plus. Donc, les anciens de cette époque-là, en tout cas, ont eu l'intuition des bons symboles, parce que on sait, même les astrologues disent que, à ce moment-là, quand même, l'astrologie n'était pas fondée. Et donc, ces anciens, quand même, sont extraordinaires. Ça pose juste certains problèmes. Donc, c'était bien avant les signes. En tout cas, il n'y a pas de hasard. S'ils ont choisi les bons symboles il y a si longtemps que ça ne peut pas être le hasard. Il y a juste un problème, c'est qu'il y a certains symboles qui ont changé avec le temps. C'est-à-dire que les 12 qui sont conservés par les astrologues aujourd'hui, ce n'étaient pas tous les mêmes il y a 3000 ans. Il y en avait une partie qui était déjà là, mais il y en a d'autres qui n'y sont plus. Par exemple, le bélier, avant c'était le journalier en Mésopotamie, le verseau c'était le géant. Le scorpion, alors lui c'est encore plus gênant parce que la constellation a été coupée en morceaux. On a séparé les pinces du scorpion du corps du scorpion qui ont donné plus tard la balance. La balance d'ailleurs, tous les historiens ne sont pas d'accord pour savoir quand est-ce qu'elle a été introduite. Donc finalement, ça voudrait dire que les anciens ont eu l'intuition des bons symboles, pour ceux qu'on a gardés, mais pour les autres, ils n'ont pas eu l'intuition en fait. Donc ça pose vraiment des problèmes. Ça, je vais peut-être passer plus vite. Quand on fait un peu d'histoire des sciences, un des grands dangers, évidemment, c'est de poser des questions que les personnes ne pouvaient pas se poser. Il y a 2500, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. Donc il y a des questions qui se posent bien aujourd'hui, mais qui ne se posaient pas à ce moment-là. Le problème, c'est que dans ces cas-là, on pose de mauvaises questions, puisque ce sont des questions que les gens ne pouvaient pas forcément se poser, notamment sur les limites du zodiaque. Quand le zodiaque n'existait pas, les gens ne pouvaient pas se poser la question. Et on arrive aussi à de fausses évidences. Par exemple, le zodiaque, quand on ne connaît pas les travaux des historiens, on a l'impression que les astrologues pouvaient les trouver facilement, et donc ils ont observé, ils ont trouvé. Et en fait non, c'est beaucoup plus compliqué, comme on l'a vu. Et si le zodiaque, c'est cette bande, en fait cette bande n'existe que parce qu'il y a une ligne au milieu, qu'on a appelée la ligne écliptique, qui est suivie par le soleil. Et en fait, cette ligne, elle est évidemment pas visible dans le ciel. Déjà, elle n'est pas tracée forcément, mais en plus, c'est une ligne qui, dans la journée, sur l'horizon, fait ça. Donc elle bouge en permanence, ce qui fait que quand elle a été théorisée, c'est vraiment de la géométrie, quoi. C'est super complexe, et en fait, il ne suffit pas d'observer le ciel comme ça pour arriver à théoriser ces choses-là. Les cycles astrologiques aussi,
tant pis, je vais pas développer. Quand on dit que Jupiter fait le tour du Soleil en 12 ans, par exemple, ok, donc pour les astrologues, il fait le tour du zodiaque en 12 ans, très bien. Le problème, c'est que les premiers observateurs du ciel n'avaient pas de zodiaque, donc pour eux, un cycle, c'était pas ça. C'était quand Jupiter revenait exactement à la même position du ciel. Et c'est pas tous les 12 ans, ça, c'est beaucoup plus long en fait. Donc même les cycles qui sont évidents pour les astrologues et qui pensent que ça c'est quelque chose aussi de biologique, ce n'était pas du tout évident pour les premiers observateurs du ciel qui, eux, en fait, revendiquaient d'autres valeurs. Pour le plaisir, je vous ai mis, donc, toujours dans mon bouquin, la question de Pluton, le problème de Pluton, parce que le zodiaque a à peu près 2500 ans. Pluton, on l'a découverte en 1930, très récemment. Le problème, c'est quand on regarde où passe Pluton, comment dire, où est-ce qu'elle passe son temps, on va dire ça comme ça, on se rend compte qu'elle traverse le zodiaque à un moment donné, mais qu'en fait, elle passe son temps, en général, à l'extérieur. Donc en fait, le zodiaque créé il y a 2500 ans ne permet pas en fait, de décrire tous les mouvements. Donc, avant l'astrologie en Mésopotamie, on peut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle la divination sidérale. C'est le fait de projeter d'autres questionnements, d'autres repérages dans le ciel qui ne sont pas ceux que les astrologues vont garder. Donc ça pose un problème si les astrologues ne les ont pas gardés, puisque les anciens, finalement, auraient pu se tromper. Et puis, ça pose des questions un petit peu logiques, du style, mais est-ce que les anciens d'il y a 2500 ans sont moins anciens que les anciens d'il y a 4000 ans? Finalement, qui sont les anciens? Les anciens, ça commence, ça se termine où? C'est des problèmes en fait qui sont insolubles, hein, évidemment, quand on cherche dans l'histoire, et puis quand on voit les durées qui sont en jeu. Donc, comment est-ce qu'on applique ça avec, je vais le dire autrement, de quand date l'ancienneté de l'ancienneté? En fait, quand est-ce que les astrologues ont commencé à dire ouais, l'astrologie c'est très très ancien? En fait, 300 ans avant Jésus-Christ, aux alentours à peu près d'Alexandre le Grand, il y a un astrologue qui vient de Mésopotamie et qui se rapproche de la Grèce. Et à ce moment-là, lui revendiquait 490 000 ans de relevés astronomiques. Donc, je veux dire, on est loin là quand même. Hein. Et on a encore une trace Ça, c'est un gros problème. On imagine dans quoi ils ont stocké ça en plus, sur des tablettes peut-être. Voilà. Et il y en a. Il y en a d'autres qui ont revendiqué 720 000 ans d'observation. Pour les Égyptiens, c'était 1 440 000 ans. C'est en Afrique, c'est des années CFA. C'est pour ça, oui. Donc finalement, entre 1 million et 4 000 ans, il y a quand même des gros écarts. Ça pose vraiment des problèmes. Ces anciens-là, se trompaient-ils? Les signes astrologiques, quand on regarde ce que font les astrologues aujourd'hui, les signes astrologiques sont omniprésents. Donc c'est une évidence, l'astrologie sans les signes, c'est pas possible. La question, c'est est-ce que c'est une tradition, ces signes, ou est-ce que c'en est pas une? Parce qu'en fait, quand on suit l'histoire de l'astrologie, on se rend compte que c'est une suite de mutations en permanence. Les astrologies varient au fil des civilisations. Même dans les astrologies, simplement en France, il y a un tas de courants différents qui ne sont pas toujours compatibles. Et même dans un courant, entre les astrologues, il y a encore plein de différences. Et donc, un exemple, toujours par rapport à la notion de tradition, en fait, l'astrologie de presse apparaît, en tout cas rentre vraiment dans la presse dans l'Angleterre des années 30. Pareil, j'en parle dans mon bouquin, c'est super marrant. Et je l'ai mis en ligne sur mon site internet. En fait, il y a un concours de circonstances qui fait que l'astrologie rentre dans la presse alors qu'elle n'y était pas encore. Le premier horoscope va être créé quelques années plus tard. Et il y a un problème avec les signes astrologiques. Parce que les astrologues qui font ça, ce sont soit des amateurs, soit des gens qui ne sont pas reconnus dans le milieu. Et donc, il y a des critiques par les astrologues en place. Donc je vous laisse découvrir quelques critiques. Donc c'est un astrologue qui écrit ça, de la British Astrology, une association officielle. L'un des aspects les plus trompeurs de ces articles de journaux est l'extraordinaire importance donnée à la position du Soleil dans les signes, comme s'il n'y avait pas d'autres influences importantes à considérer. Autre critique, cette affaire du signe solaire est toute récente, elle n'apparaît dans aucun des travaux anciens sur l'astrologie. Mince. Leurs auteurs considèrent même qu'elle est l'une des plus petites influences dans le thème de naissance. Cela voudrait dire que les personnes du même signe ont le même caractère, les mêmes facultés et dispositions, une idée complètement fausse qui donne une idée erronée de l'astrologie. En fait, les astrologues d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer que les signes astrologiques ne sont pas d'une grande tradition, qui ne viennent pas de très très loin dans le temps. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe dans les textes, dans les livres, il y a vraiment quelque chose qui se produit dans les années 30, qui en fait sont générés par l'arrivée des horoscopes notamment,
et puis de nouveaux astrologues qui tentent de nouveaux trucs. Et en fait, le signe astrologique, c'est même pas une tradition finalement en astrologie. Et c'était il y a seulement 80 ans qu'il commence à arriver grâce aux horoscopes de presse. Je dirais c'est un petit peu la honte, quoi. Parce que les horoscopes de presse sont rejetés par la plupart des astrologues. Donc, le signe astrologique comme l'horoscope de presse n'est pas une tradition. Exemple, quand Kepler faisait des thèmes, on va dire, qu'il interprétait pour ses clients ou pour lui-même, ça ressemblait à ça. Donc effectivement, on est très loin de la même chose représentée aujourd'hui. Donc la notion de tradition en astrologie, c'est quelque chose de très très fragile. Et est-ce que j'ai le temps pour les conclusions ? Ouais, je suis à 45 minutes là. Bon. Donc, si on reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire, en ce qui concerne, donc, je vous ai dit, l'argument de l'ancienneté de l'astrologie prend plusieurs formes. Si on reparle de la sagesse des anciens et de leur préscience du ciel, s'ils avaient pu sentir des choses que nous on ne sent plus, bah, ils ont pris leur temps pour ça. Donc ça ne devait pas être si clair dans leur intériorité en tout cas. Pour baliser un petit peu tout ça, les premiers levées de Vénus sont sur les tablettes vers 1800, moins 1800, donc avant Jésus-Christ. Les premières compilations de présages, c'est 300 ans après. Le chemin de la Lune, c'est-à-dire le nombre de constellations traversées par la Lune et la plupart des planètes, c'est vers l'an 1000, sauf qu'à ce moment-là, je crois qu'il y en a 23. Donc on n'est pas encore à 12. Les premières observations systématiques, c'est 750, donc c'est encore 250 ans après. Systématique, ça veut dire que là, on commence à observer les levées donc sur l'horizon des astres quotidiennement, tous les jours. Donc ça, c'est bizarre quand on voit ça, parce que ça veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas. Et en fait, avant, effectivement, ils notaient les positions tous les mois, par exemple, ou alors quand il y avait un événement important. Donc ça aussi, ça remet en question des images qu'on a de l'astronomie, en se disant que l'astronomie, dès le départ, c'est noter les positions des astres dans le ciel. Ouais, mais on les notait tous les combien, ça c'est autre chose. Donc justement, c'est assez rapidement après ces premières observations, vers à peu près 600, qu'on commence à comprendre que les mouvements sont très très réguliers, qu'on peut même les prévoir. Et là, ça permet de se poser la question en disant, mais mince, finalement, ce ne sont pas les dieux qui font bouger les planètes, les astres pour nous faire passer des messages, puisque si les mouvements sont prévisibles, ça ne rentre plus dans l'explication, et on commence à se poser la question d'une causalité. La question apparaît à peu près à ce moment-là. Auparavant, il n'y a pas de question comme celle-là. La ligne écliptique autour de laquelle on va faire la bande zodiacale, ça arrive encore après. Donc on voit qu'il n'y a vraiment rien d'évident à ce niveau-là, et que la lenteur des débuts montre qu'il n'y avait pas de préscience du ciel, évidemment. Si on continue, donc à peu près, quelques dizaines d'années après la découverte de l'écliptique, on a vraiment le zodiaque qui apparaît. Et si on veut prendre les outils utilisés par les astrologues aujourd'hui, donc ils utilisent beaucoup les angles qui apparaissent encore 200-300 ans après. Ptolémée, vers 150 après Jésus-Christ, vraiment fixe l'astrologie dans les signes. Et ce que les astrologues appellent les maisons astrologiques, ça apparaît encore plus tard. Donc entre moins 1800 et 300, ça fait plus de 2000 ans de gestation. Donc 1500 si on prend avant la création du zodiaque, on rajoute 800 ans pour tous les outils qui sont conservés après. Enfin, c'est très très long. On a parlé aussi donc, de l'ancienneté des symboles ou des astérismes. Ceux qui ont été conservés, c'était une magnifique intuition, mais il y a tous ceux qui n'ont pas été conservés, donc finalement, il n'y a pas vraiment d'intuition. Moi, je sais quand j'étais encore en astrologie, je commençais à parler de dogmatisme des symboles. C'est-à-dire qu'en fait, les astrologues essayent de justifier leurs outils en disant « mais ce sont les anciens qui les ont découverts, travaillés, observés, tralala ». Alors qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe, ce sont des conditions, on va dire, extérieures qui font qu'il y a des symboles qui sont créés, il y a des repérages qui sont créés, et les astrologues les intègrent en fait. Ce n'est pas eux qui les créent. C'est bien plus tard qu'ils commenceront à créer des choses. Donc finalement, ils dépendent un petit peu de ce qui les précède. On a vu que le zodiaque n'est pas armé pour décrire les mouvements des astres en fait réels, seulement quelques-uns. La sagesse donc éventuelle des anciens n'assure pas du tout des connaissances des anciens, parce que donc les grands observateurs, oui c'était des grands observateurs, mais qu'est-ce qu'on appelle grand ? Comme je vous le disais, à partir de Tycho Brahe, on fait mieux que les anciens de toute façon, donc vers la fin du XVIe siècle. Donc, l'astrologie, est-elle naturelle ou culturelle ? C'est le genre de choses qui renforce un peu plus encore l'idée, s'il fallait, que c'est culturel. Ensuite, on a parlé des origines, donc on ne peut pas parler d'une origine de l'astrologie. Souvent, on a l'impression, les astrologues aimeraient qu'il y ait une astrologie monolithique, c'est-à-dire signe, aspect, maison, par exemple.
Et puis, paf, ça a été créé à un moment donné, mais en fait, pas du tout. Ça a été très très long, et il n'y a pas un moment où elle apparaît. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un ancien, ni un groupe d'anciens qui a mis au point l'astrologie, comme s'il y avait un départ de l'astrologie. On est vraiment dans des travaux d'histoire, en fait, d'histoire des sciences et des civilisations. Et en fait, ce sont des choses qui apparaissent sur du long terme, avec de grandes évolutions, des abandons, des ajouts. Enfin, c'est pas du tout linéaire, en tout cas. Donc, il n'y a pas un Einstein de l'astrologie ou un Darwin qui l'a créé. Donc, on a vu que la divination astrale précédait en plus l'astrologie. Donc, l'astrologie n'est pas première. Et donc, il n'y a pas eu de révolution, puisque l'hépatoscopie n'est pas tombée, entre guillemets, rapidement quand on a commencé à s'intéresser au ciel. On a levé le paradoxe de l'œuf et de la poule, finalement, puisque l'astronomie, elle, c'est vers moins 2000 qu'elle commence à se développer. Le zodiaque apparaît vers 500 avant Jésus-Christ. Donc, tout astrologue qui se réfère au zodiaque, en fait, se réfère à une discipline qui est forcément née après les débuts de l'astronomie. Donc, l'astrologie n'a pas précédé l'astronomie. Et surtout, ses origines techniques ne se perdent pas dans la nuit des temps. Donc la tradition, les astrologues n'ont pas conservé les techniques des anciens, donc finalement les anciens n'étaient pas si bons que ça, semble-t-il. L'astrologie donc en grec est différente de ce qui se faisait en Mésopotamie. Chez les Arabes, 1000 ans après, c'est encore différent. Le XXe siècle a incorporé tous les questionnements, je disais un peu psychanalytiques et compagnie, toute la psychologie, ces choses-là, donc on est très très loin de ce qui se faisait avant. Les signes astrologiques, on l'a dit, sont revenus et ont vraiment explosé il y a moins de 100 ans. En plus, grâce aux horoscopes de presse. Et encore, si on commence à parler de l'astrologie en Inde, de celle qui est en Chine, qui sont complètement différentes, ça pose vraiment des problèmes nouveaux encore. Les courants en France sont très nombreux. Entre les astrologues eux-mêmes, donc je disais, c'est aussi très très varié. Et pour citer juste une expérimentation, on avait demandé par exemple à des astrologues, on avait fait passer des tests de psychologie, le MBIT, je ne sais plus, un test connu aux États-Unis. Donc on avait pris des sujets, donc ils avaient passé un test officiel, sérieux. On avait donné les résultats du test aux astrologues. Et en fait, on leur avait proposé 3 dates de naissance. Et il fallait qu'ils retrouvent la bonne date de naissance avec le profil qui lui était bien établi. Et donc, ça n'avait pas marché. Ils avaient réussi une fois sur 3. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on avait regardé s'ils commettaient les mêmes erreurs et s'ils donnaient les mêmes réponses. Et en fait, les astrologues eux-mêmes ne répondaient pas du tout de la même façon. Donc, il n'y a même pas vraiment de cohérence dans la pratique, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à ce qu'ils disent. En fait, ça marche vraiment au feeling. Il y a vraiment de la créativité, il y a vraiment de la nouveauté à chaque fois. Ça se réinvente tout le temps. Donc, pour finir, est-ce qu'on a vraiment une... Moi, je propose dans mon bouquin de changer la façon de voir les choses, alors au moins pour les astrologues, c'est de ne pas voir l'histoire de l'astrologie comme une histoire de découverte, parce que c'est comme ça qu'ils la vivent. Comment est-ce que les astrologues ont découvert ce qu'ils utilisent? Mais simplement comme une histoire d'usage. Parce que le système, en fait, est virtuel, il est fondé sur rien de physique, même si j'en ai pas parlé aujourd'hui, et ça change complètement les questions. Notamment, est-ce que c'est vraiment l'astrologie qui traverse les siècles? Donc ça, c'est le point de vue des astrologues, ou c'est seulement son système sur lequel on peut projeter en fait un peu tout et n'importe quoi. Et vraiment, ça permet de poser de nouvelles questions. Donc en fait, les anciens, bien sûr, sont une hypothèse inutile et même trompeuse quand on veut vraiment s'intéresser aux origines de l'astrologie. Voilà, donc j'en parle dans mon livre. Voilà.